Comment acheter 20 appartements en un an? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Donc, je suis Eric, investisseur immobilier depuis 2003 et aujourd'hui j'ai un invité Pascal qui va nous expliquer comment il a acheté 18 appartements en 6 mois ou 20 appartements en un an. Je vous retrouve tout de suite après le jingle. Aujourd'hui, je suis à Strasbourg dans un de mes nouveaux appartements avec Pascal qui est investisseur immobilier dans l'Est de la France. Bonjour Pascal. Bonjour Eric, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et aujourd'hui, donc, j'ai voulu t'inviter parce que tu as fait quelque chose à mes yeux qui est quand même assez exceptionnel, puisque tu as acheté une vingtaine d'appartements en moins d'un an. Donc c'est vraiment quelque chose que peu de personnes font dans mon entourage. Et donc je voulais un petit peu discuter avec toi de ton parcours, de quel était ton cheminement, par où tu es passé, pour pouvoir réussir ce beau tour de force et avoir tes retours en tant qu'investisseur, puisque aujourd'hui on peut dire que tu es quand même quelqu'un qui, avec ce nombre d'appartements, a une belle expérience à partager. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va avoir beaucoup de pépites à partager aujourd'hui. Et à la fin de la vidéo, je vous parlerai aussi d'un ouvrage très intéressant pour investir sur le long terme. Donc restez bien, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Pascal, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de qui tu es et comment tu as débuté dans l'immobilier? Parce que je sais que tu n'as pas fait ça du jour au lendemain. Donc est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui. Ben, en fait, qui est pour beaucoup, Eric, justement, la façon dont j'ai débuté, moi je travaille dans un grand groupe international. J'ai passé plus de 20 ans à l'étranger, en fait 20 ans au Canada. Et j'ai envie de dire que mes premiers investissements immobiliers se sont soldés par de méga catastrophes. Quand j'étais encore au Canada, j'avais fait un investissement dans l'Ouest canadien et un autre en Californie qui se sont soldés par des gamelles de plus de 100 000 $ chacune. Donc l'immobilier, pendant de nombreuses années, j'avais mis ça vraiment dans le bas de la liste, en me disant je me suis brûlé les doigts, on va pas refaire. Et par contre, on apprend de ses erreurs. On apprend de ses erreurs et puis je me suis dit, on va pas nécessairement rester sur un échec. Retour en France en 2012 et c'est là où je me pose la question de la retraite. Sachant qu'on n'aura de toute façon, nous, jamais les trimestres requis en France et on s'est dit, bon, va falloir bâtir du patrimoine. Donc, réflexion pour comment se bâtir ce plan dans la durée. Sachant que je voulais faire des choses dans la durée et vraiment bâtir du patrimoine pour la retraite à ce moment-là. Donc, premier achat l'année passée, en juin de l'année passée, là j'ai acheté un appart en nue propriété, en proche banlieue parisienne, à Levallois-Perret pour être précis. Un appart que j'ai acheté en nue propriété, qui veut dire quoi? Moi je paye un montant en nue propriété, l'achat en fait a été fait par moi en direct, si on peut dire, mais après il passe chez un bailleur social pendant 17 ans. D'accord. L'avantage de faire ce genre de transaction, c'est que finalement je paye en gros la moitié de la valeur du bien. D'accord. Valeur vénale, on va dire 500 000. Du coup, moi je paye la moitié parce que l'appart sera loué par ce bailleur social pendant 17 ans. D'accord. Donc c'est un arrangement avec un bailleur social, c'est une façon d'investir. Ouais. Et l'avantage de ça, c'est que je peux quand même déduire les intérêts, même si j'ai pas de revenus locatifs en tant que tel pendant ces 17 ans, mais je peux quand même déduire les revenus de ces intérêts contre d'autres revenus fonciers. Point numéro 1. Point numéro 2, je suis nu propriétaire, pas propriétaire, mais nu propriétaire, et il ne rentre pas dans l'ISF. D'accord? Donc, et puis je me dis, troisième point, c'était une approche très, comment dire, qui me prenait aucun temps, quoi. Pas de gestion locative, pas de soucis locatifs, pas de toilette à régler ou quoi que ce soit. Donc, c'était zéro souci. Étant cadre dans une grosse boîte, en voyageant en permanence à l'étranger, l'approche avait du sens. C'est comme ça que j'ai commencé. Tu te dis, voilà, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps, on signe et puis ça se met en place. Ouais, tout à fait. Et puis j'étais bien content, donc je me suis dit, allez, c'est parti. En plus, c'est près de là où on a le siège de la filiale française chez nous, donc je connais un peu le quartier. Et quartier qui est vraiment sympa, à Levallois-Perret. Donc ça, c'est le premier. Voilà. Puis après, je me suis dit, toujours dans l'objectif long terme, en pensant long terme, je suis un paysan, et là, j'ai commencé à m'intéresser au viager. Et là, j'ai fait 2 transactions. Ouais. Juste avant de continuer, en fait, donc tu avais investi au Canada il y a quelques années, ça s'était pas super bien passé. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu te dises, bon, tu parlais des retraites, est-ce qu'il y a aussi peut-être une question de succession pour la famille aussi? Ah mais complètement. L'appart à Levallois, on se posait la question en se disant, bon, c'était pas dans l'intention de le revendre après, c'était de se dire, bon,
on a 50 ans maintenant, on se dit, 17 ans, allez, on met ça à 70 ans, ce sera l'appart, un coup le pied à terre pour les petits-enfants. Même plus nos enfants, mais nos petits-enfants le jour où ils font des études à Paris. C'était un peu l'intention qu'on avait en tête. Et voilà, et donc après, toujours dans cet objectif de bâtir du patrimoine pour le futur, on a commencé à regarder les dossiers en viager. Ouais. Et là, je pense avoir fait quelque chose d'intéressant. Donc en viager, juste pour les personnes qui ne savent pas, c'est acheter un appartement qui est encore habité par, souvent ce sont des personnes âgées, et donc on achète l'appartement et on lui verse une partie de... Une rente, c'est ça, ouais. En échange d'un prix qui est généralement assez faible, d'un prix d'entrée qui est assez faible. Voilà, alors là en fait on a trouvé un appartement dans la banlieue de la ville où on habite, et puis monsieur d'environ 75 ans, qui avait perdu ses parents, qui avait perdu son épouse, pas d'enfants, et qui se disait, bon, bah, ma retraite, elle est à un certain niveau, et puis il se dit, si jamais je dois aller en EHPAD ou en maison de retraite, etc., la retraite, il pensait qu'elle ne suffirait pas, et puis il voulait encore vivre maintenant aussi, se payer encore un peu de bon temps. Et donc, au départ, j'avais un peu des problèmes avec l'aspect moral du viager, mais finalement, on a réglé ça très vite en se disant, de toute façon, c'est pas nous qui décidons, c'est pas nous qui souhaitons quoi que ce soit. Cet aspect-là, c'est géré par les personnes là-haut. Mais quoi qu'il en soit, donc on a signé ce dossier en viager, et c'était d'ailleurs intéressant de voir le soulagement du vendeur. Et puis d'ailleurs, à un moment donné, on a eu un mois de retard dans la transaction pour je ne sais plus quelle raison, et il y avait du stress du côté du vendeur. Ouais, donc en fait, il était impatient de le faire. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs les gens qui font des viagers, ils vivent plus longtemps aussi. Parce qu'ils sont rassurés de ces revenus additionnels à vie. Voilà, c'est une sécurité pour eux, ils sont rassurés en fait. Ouais. Donc c'est vrai que souvent on a l'image du viager, on dit ouais mais c'est des rapaces qui font ça, mais pas du tout. En fait, on aide une personne, c'est un échange c'est un échange entre deux personnes. Ah, complètement. Il y a un dossier sur lequel je me suis retiré. Il y avait trop de travaux à faire. Et puis, je me souviens très bien de la déception de la personne. Voilà. Mais donc, premier dossier viager. Celui-là, d'ailleurs, on a fait le contrat. Le compromis était signé avec nous. Et à la fin, finalement, on a fait une substitution à ma fille. D'accord. Et c'est ma fille, finalement, qui récupérera le bien en temps et lieu. Donc elle est propriétaire directement. C'est elle qui est nue propriétaire, pour l'instant, si on peut dire. C'est elle qui paye la rente à cette personne. Et puis voilà. Okay. Et puis ça se passe très bien. Et puis d'ailleurs, je suis agréablement surpris de voir comme la relation, ma fille, qui est quand même jeune, quoi, et cette personne, mais en fait, ça se passe super bien. Ah, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, c'est une façon de transmettre aussi sans avoir des frais de succession. Exact. Puisque les frais de mutation, les droits de mutation sont calculés sur la valeur de la nue propriété, si on peut dire. Donc, c'est plus intéressant à ce niveau-là. Donc, ça nous a paru intéressant. Et puis, on a fait un deuxième dossier viager d'un autre appartement que là, j'ai gardé en direct. Voilà. Et puis après, je me suis dit, bon, le viager, c'est bien, mais je voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. En me disant, si jamais l'inflation repart, le viager n'est pas intéressant si l'inflation reprend. Pourquoi? Parce que les rentes sont indexées. Ah, à l'inflation? À l'inflation. D'accord. Par défaut. Donc, je me dis... Et puis, il y a quand même un risque aussi sur la durée de vie de la personne, etc. Et puis, bon, je vais jamais souhaiter le départ prématuré de quelqu'un, mais je me suis dit, je voulais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Oui, bien sûr, diversifier. En me disant, les taux d'intérêt sont tellement bas, je me suis dit, l'inflation ne peut que repartir, a priori. Ouais. C'est marrant parce que ton parcours d'investisseur, il est un peu différent de beaucoup d'investisseurs qui commencent par des investissements classiques. Ils vont acheter peut-être un studio pour commencer, le louer. Toi, tu commences par du viager, par l'appartement à Paris aussi de bail social. C'est une façon différente de commencer. Des approches long terme, mais c'était cohérent par rapport à mon boulot. Autrement dit, ce sont des approches, à peu d'emmerde. Un viager aussi, on a le locataire dedans, entre guillemets, c'est le propriétaire de facto. Il fera toujours soin à son bien, il part pas, il n'y a pas de vacances locatives. Donc c'était ça l'intérêt aussi. Oui, parce que tu étais souvent en déplacement, je sais que tu étais souvent dans d'autres pays. Exactement. Donc c'est cohérent par rapport à ça, quoi. Et voilà, donc on a commencé comme ça, et après, ma foi, suite à rencontre avec toi, Eric, lors d'un mastermind immobilier. Et puis d'un autre investisseur sur Mulhouse, Ahmed. Toi, donc, une vingtaine d'apparts maintenant, c'est ça. Et puis Ahmed, qui lui doit être dans la vingtaine aussi, finalement, avec une durée intéressante. Et c'est là où je me suis dit, c'est une question de croyance. Après, je me suis toujours dit, si eux, ils peuvent,
Je me dis pourquoi pas. Alors on peut y aller. Sauf que toi, tu l'as fait beaucoup plus vite que nous, en fait. Ouais, mais parce que moi, je suis dans le monde de la high-tech où on se dit toujours comment est-ce qu'on peut comprimer 10 ans en un an avec des cycles technologiques très courts. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de faire ça très vite? Et donc, l'année passée, lors d'une réunion d'un mastermind, suite à discussion avec toi, Eric, et puis avec Ahmed, je me suis dit, putain, mais pourquoi pas? Et disons d'autres raisons qui m'ont amené à me dire, tiens, pourquoi ne pas essayer d'aller à la vingtaine, 20 appartes au cours de la prochaine année. Tu t'étais dit au début de l'année, tu t'es dit cette année, en 2017, je veux acheter 20 appartes et les mettre en location. Ouais. Et à côté de ça, je m'intéresse au modèle de la colocation. Pourquoi? Parce que ma femme en fait un petit peu sur Strasbourg depuis quelques années. Et puis, tiens, c'est intéressant. Puis la problématique de la colocation me touche un peu. J'ai des enfants à cet âge-là aussi qui se cherchent des colocs, etc. Je vois la tension locative qu'on a dans la ville où on habite. Je me dis, allez, pourquoi pas. Et donc, je me suis intéressé à ce modèle-là. Donc, j'ai acheté un premier appart, toujours dans l'est de la France, pour faire la colocation. Appart de 96 mètres carrés, 4 chambres. Et donc, j'ai une chambre un salon, pièce de lit, et 3 grandes pièces. 3 grandes chambres pour lesquelles on a commencé à faire des travaux. Et là aussi, au mois de juillet, là, je commence à rencontrer du monde pour la mise en location, pour la rentrée de septembre. Donc, tu es dans la phase de mise en location, voilà, les gens viennent visiter, et puis donc tu choisis ton locataire. Et parce que c'est vrai que dans la colocation, ce qui est important aussi, c'est que les personnes s'entendent bien entre elles, voilà, que ça soit une cohérence. Ça, c'est important. Et moi, je vois aussi que tu as fait le choix de garder une pièce commune, comme je l'ai fait d'ailleurs dans cet appartement. C'est aussi une colocation, on est dans la pièce commune. Moi, je pense que c'est un bon choix parce que en fait, tu mises sur la qualité du logement, c'est-à-dire que tu vas attirer des personnes qui sont prêtes à payer un peu plus cher pour avoir un logement de qualité avec de l'espace, en fait. Exact. Et non, je pense qu'on y met les moyens, on rénove bien, on décore bien, etc. Après, ça se passe pas toujours comme prévu avec les artisans. J'ai eu quelques soucis aussi, puis on parlera peut-être après. Donc là, j'ai commencé les visites en fait pour la colocation cette semaine. En fait, on a mis l'annonce juste à mon départ de vacances. Je voulais que ce soit fait pour avoir des rendez-vous à mon retour de vacances. Et ça se passe assez bien d'ailleurs. Donc là, des profils, des jeunes professionnels, des gens qui viennent juste de finir leurs études. Ouais, en général, c'est le profil le plus... Enfin, il y avait beaucoup d'étudiants pour les colocations et aussi des jeunes actifs. Ça dépend des villes, les proportions ne sont pas les mêmes suivant les villes. Mais en fait, c'est intéressant parce qu'en mettant l'annonce sur le Bon Coin, je regarde quand même le tableau de bord où on voit les page views, où on voit les nombres de clics, etc. Puis j'analyse ça quand même à la journée ou à la semaine. Et c'est intéressant, je me suis même donné la peine de traduire mon annonce en anglais pour voir ce que ça a donné. Bonne idée. Alors j'ai publié mon annonce en anglais. J'aurais appris que le Bon Coin ne permet pas d'avoir la même annonce en français et en anglais. Ils m'ont demandé de resynchroniser. Ou de mettre éventuellement dans la même annonce les deux. C'est ce que mon fils recommandait, ce qui est peut-être ce que je vais faire. Et voilà, parce que j'ai aussi un de mes locataires pour un autre bien dont on va parler après, est un étudiant italien. Et je me dis, moi, j'ai travaillé dans 5 pays. Donc, je pense que je suis un peu sensible à cette notion d'immigration et puis d'être nouveau dans un pays étranger où on connaît personne, où c'est pas simple, où le cautionnement est pas évident. Donc, je me dis, si je peux même donner un coup de main à ces gens-là lorsqu'ils viennent chez nous, je me dis, pour avoir vécu leurs problématiques, j'aimerais leur donner un coup de main. Franchement, moi je me rends compte, quand je mets des annonces, je m'en rends compte aussi. J'ai beaucoup de demandes d'étudiants étrangers. Par exemple, là récemment, j'avais 2 Américaines qui voulaient loger. Des Italiens aussi, des pays scandinaves. Et en fait, vraiment, la problématique, c'est que les personnes, elles arrivent dans un pays où elles connaissent pas les démarches administratives. En fait, quand on arrive dans un appart, d'habitude, il faut s'occuper de l'électricité, des assurances, de toute une série de choses. Et si nous, on leur fournit l'appartement clé en main avec déjà tout qui fonctionne, pour eux, c'est vraiment un soulagement énorme. Et la clientèle, cette clientèle-là est prête à payer plus cher pour ce type de location. C'est vraiment, pour moi, ça a été une révélation quand j'ai compris ça, parce que je vois que c'est vraiment, par exemple, les personnes, je leur disais, est-ce que vous voulez l'internet avec le Wi-Fi? Oui, on prend. Est-ce que vous voulez un lave-linge? Oui, on prend. Donc la question se pose même pas, quoi. On vient, on veut que ça soit simple. Exact. Je me souviens quand j'étais arrivé en Allemagne à Düsseldorf en 91.
Ça a même pris 2 mois et demi pour avoir une ligne téléphonique. C'est plus vrai comme ça aujourd'hui, parce que tout le monde a un téléphone mobile. Mais faire toutes les démarches administratives, le temps que j'ai pu perdre, en fait, pour avoir un truc qui fonctionne, qui soit équipé, quoi. Mais c'était des semaines, quand on arrive de l'étranger, c'est comprendre comment ça marche localement, c'est avoir les soucis avec les banques. Enfin voilà, c'est pas simple. C'est pas simple. Tout à fait. Puis les procédures françaises sont pas toujours triviales non plus, quoi. Ah ouais, on est un pays où il y a beaucoup d'administratifs. D'administratifs, voilà. Donc ça fait le premier appart. Et puis après, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, le modèle colocation, donc pourquoi ne pas aller avec un building? Et par le plus grand des hasards, je suis tombé sur un bâtiment au centre-ville, on peut dire la ville, ma foi c'est Mulhouse. Et donc building en plein centre-ville. Le rez-de-chaussée sont des locaux commerciaux. Et après, donc c'est un bâtiment, donc je suis devenu propriétaire à travers une société. Cette fois-ci, j'ai créé une société aussi. Avec ma foi tous les membres de ma famille, et là on a acheté le building ou l'immeuble, pardon, pas le building, l'immeuble avec 4 étages d'environ 93 mètres carrés chacun les 3 premiers, et celui du haut c'est les combles. D'accord, donc là il y a combien d'appartements tout dedans? Donc c'est 4 appartes avec à chaque fois 4 chambres, et du coup je transforme une chambre en pièce commune, en salon, et puis j'aurai 3 chambres à chaque fois. Donc 4 colocs. 4 colocs de 3, donc 12 chambres. De 3, voilà. Ouais. Ah bon, super. Ouais. Donc bon défi. Alors là, en fait, côté financement, ça s'est très bien passé, pas de souci, sachant que le prix au mètre carré était intéressant. J'ai quand même un bon montant de plus de 100 000 en travaux. Pour 12 chambres, etc., je serais, je pense, environ 25 000 d'ameublement. On a changé toutes les cuisines, on change toutes les chaudières, il faut reponcer tous les planchers qui sont des beaux planchers en bois. Les communs étaient vraiment en mauvais état, donc là on a dû refaire tous les communs. On a eu quelques surprises justement, en fait, cette semaine, les travaux ça se passe pas toujours bien. Donc là cette semaine, en faisant l'inspection, on s'est rendu compte qu'il va falloir refaire tous les planchers au niveau du ponçage et du vernissage. D'accord. Donc, et ça, les entreprises qui l'ont fait, donc elles sont déjà poncées et donc va falloir... Elles avaient déjà poncé et verni et finalement il va falloir tout refaire. Et là je vais faire venir quelqu'un d'autre, sachant qu'on va s'arranger parce qu'on avait un prix fixe avec l'entrepreneur. Donc ça c'est un des soucis. Voilà, les chaudières ont été installées. Là j'ai eu un souci avec mon installation de gaz. En fait on se dit que c'est facile de partir d'un fournisseur d'énergie à un autre, mais c'est pas toujours évident. Puisque là finalement on m'a assigné un compteur gaz et donc une fourniture gaz qui est celui de l'immeuble voisin. Donc c'est quand même un gros souci à gérer et un gros sac de nœuds à défaire. Beaucoup d'appels téléphoniques. Ouais, tout à fait. Donc c'est pas simple. Mais en fait il y a des trucs au niveau de l'immobilier. J'avoue que je m'amuse beaucoup. J'aime ça aussi parce qu'il y a un côté entrepreneurial. Ouais, c'est vrai. Ça va chercher la fibre entrepreneuriale et je m'excite. Enfin, c'est passionnant. Et le truc, en fait, moi, j'avais suivi une formation à un moment donné avec un Américain il y a quelques années. Et le truc qui m'était resté, le gars, il disait, regarde, si tu vas de New York à Los Angeles, ça n'a pas besoin de tout savoir à chaque minute près, à chaque heure près, etc. Il disait, en gros, ce dont tu as besoin, tu vas en voiture, tu as besoin d'une carte, il faut que tu aies ta carte, il faut que tu aies ta voiture. Et en fait, si tu roule en plus la nuit, tu as juste besoin de savoir où tu éclaires les 100 prochains mètres. Tu sais où tu es, tu sais où tu vas, tu y vas. Tu n'as pas besoin de tout savoir ce qui se passera demain, après-demain, etc. Et c'est un peu l'approche que j'ai pris en me disant, parce qu'au départ, je me faisais peur. En me disant, oh, putain, c'est compliqué, comment je vais y arriver? Et ma plus grosse crainte, c'est bête à dire, mais c'était, putain, comment même mettre l'annonce, comment tester la demande locative? Et là, j'ai eu une très très belle discussion avec Audrey Perrin, qui est une belle experte en colocation, et qui me dit, non, regarde, arrête de te faire des nœuds dans le cerveau, etc. Voici l'annonce type. Tu mets ça, tu testes et pouf. Je demande à mon fils, qui est un de mes fils qui est très très bon avec les réseaux sociaux et avec tout ce qui est informatique, etc. Il publie ça, on reçoit du feedback et c'est intéressant. Donc, bouf, ok, la partie test, c'est fait. Après, je me dis, les travaux, c'est compliqué. Trouver les bons artisans, c'était un bon défi. Et finalement... Juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que c'est souvent on a souvent envie de tout contrôler. Quand on investit, on veut tout connaître. Mais comme tu dis, c'est pas nécessaire en fait. Il faut avancer au fur et à mesure et régler les étapes au fur et à mesure. Par contre, c'est vrai que c'est important aussi de savoir ce que c'est qu'un bon investissement, pouvoir déjà savoir si ce dans quoi on s'engage, ça vaut le coup. Donc ça, c'est important de se former là-dessus. Et par contre, faut pas se faire
une montagne de quelque chose. Il faut y aller étape par étape, et surtout aussi, un point important aussi, c'est qu'il ne faut pas être plus pressé que... il faut prendre le temps de faire chaque étape les faire correctement et prendre le temps de les faire correctement, parce que j'ai remarqué souvent on a tendance à vouloir accélérer les choses. Quand on arrive par exemple à la fin du projet, on se dit mais vite, maintenant il faut que je le mette en location. Il vaut mieux prendre 1 ou 2 semaines de plus et bien le louer et être serein pour la suite. Donc ça aussi c'est important, je pense. Oui, tout à fait. Mais pour revenir un peu aux craintes, parce que finalement dans le mastermind dans lequel on est, il y a des gens qui ont suivi plein de formations et qui n'ont pas bougé. Et fondamentalement, je pense que l'erreur que font les gens, ils voient la pile de problèmes, la montagne de problèmes, alors qu'en fait, j'ai envie de dire, il faut avoir une idée d'où on va, il faut avoir le cap, pas de souci, mais il faut régler les problèmes d'aujourd'hui, les problèmes de demain, on les réglera demain, ceux d'après-demain, on les réglera après-demain. Je remarque aussi une chose, c'est que souvent, il faut faire le premier pas. On fait le premier pas. Le premier pas, en général, c'est quoi? C'est faire des visites. Aller faire des visites... prenez votre téléphone, même si c'est des annonces sur le Bon Coin, c'est peut-être pas là qu'on trouve les meilleures affaires, mais téléphonez, prenez des rendez-vous, faites 3-4 visites par semaine. Je veux vous dire, vous allez apprendre à une vitesse, ça va vous donner des repères, des déclics, vous allez affûter votre regard d'investisseur, et après, automatiquement, les étapes suivantes, elles viendront d'elles-mêmes par la suite. Mais faites le premier pas, en fait, c'est ça qui est important. C'est vrai. Et puis peut-être pour rebondir là-dessus, moi, des meilleurs conseils qu'on m'a donné à 25 ans, quand j'étais technico-commercial dans la boîte où je suis aujourd'hui, c'était de se dire, lorsque tu fais par exemple un appel téléphonique ou une visite d'appartement, c'est un ingénieur qui m'avait finalement fait rentrer dans ce cadre-là. Il me disait, il y a 3 questions à se poser après chaque interaction de ce type-là avec un client ou un prospect. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui doit changer la prochaine fois? Lorsqu'on se pose ces questions une fois, il se passe pas grand-chose. Mais lorsqu'on se les pose systématiquement, ça prend pas longtemps pour devenir très bon, pour affûter son truc, quoi. Et c'est vrai que je me les pose en termes de visite à chaque fois, en termes d'interaction avec un locataire potentiel, avec un artisan, et du coup on affine. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'on peut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut changer la prochaine fois? Ouais. Et c'est vrai que c'est un raisonnement que j'ai toujours appliqué dans mon boulot au quotidien, et je m'applique aussi. Et ce qui me permet de... J'ai presque envie de dire, je m'en fous d'où je pars. Je m'en fous des gamelles que je prends au départ. C'est pas grave. Tant que je survis, que ça me fait pas tomber à terre. Et après, on y va. On continue. Ouais, tout à fait. C'est un bon conseil, ça. Ouais. Puis d'ailleurs, il y a l'autre expression qui me reste en tête pour avoir passé 20 ans au Canada, paye de bûcheron. Pas que, mais aussi. Les Canadiens avaient une belle expression disant, si tu prends une hache, tu continues à envoyer des coups de hache sur l'arbre finira par tomber. Il faut pas lâcher, il faut y aller. Et donc, par rapport aux visites, par exemple, j'en ai fait des visites, etc. Et d'ailleurs, finalement, c'est là où j'ai appris plein de petits trucs aussi, mais en y allant. Au départ, les règlements de copro. Je me suis jamais posé la question des règlements de copro. Maintenant, j'ai appris que c'est intéressant à lire un règlement de copro pour savoir si on peut faire de la coloc, par exemple. Ou est-ce que le règlement de copro interdirait la colocation? Premier point. Deuxième point, au niveau des visites, il y a un appart qui m'intéressait vraiment bien, situé centre-ville, mais vraiment super bien placé, bien découpé pour de la coloc. Et finalement, là, j'ai demandé les PV d'AG. Voilà. Et là, je suis tombé sur plein de lapins, en fait. Dans l'immeuble, il y avait plein de gens qui payaient pas leurs taxes. Il y avait des ventes forcées au niveau du rez-de-chaussée. En gros, il y avait des gros travaux à faire dans les communs. Et je me dis, c'est une chose d'être 1 sur 5 et de payer les rénovations, mais subitement d'être le seul qui paye ou d'être 1 sur 2. En fait, d'être seulement 2 sur 5 qui payent. Je me suis dit, là, il y a beaucoup trop de dangers, beaucoup trop de risques. Et là, finalement, en parlant avec des collègues du mastermind et puis en écoutant aussi la voix de la raison de mon épouse, finalement, on s'est retiré. Donc, leçon, toujours lire les documents, que ce soit le règlement de copro et les PV d'AG, les carnets d'entretien. Tout à fait. Je l'ai appris comme ça. Quoi d'autre? Voilà, donc là, l'immeuble, en fait, avec mes 4 appartes pour de la colo qui avance, là, je suis dans la phase de travaux. Ceci étant dit, j'ai quand même déjà commencé la location. Alors en fait, ce que je fais, comme j'ai ces 4 appartes qui sont en phase finale de travaux, qui seront finis, on va dire, deuxième semaine, troisième semaine d'août, mais pour l'instant, j'utilise mon autre appart comme accroche. D'accord. Et en gros, sachant que celui-là, mon premier appart est quasiment loué à ce stade-là,
mais c'est l'annonce que je garde encore sur le Bon Coin pour avoir de l'intérêt, parce que la déco va être assez similaire. Donc j'utilise ça comme accroche finalement, et après je vais essayer de les amener en fait à l'immeuble ici. D'accord, ouais, c'est bien ça. Donc je me dis, le truc c'est, il y a une expression anglaise qui moi me restait, better done than perfect, qui veut dire en gros, vaut mieux y aller et avancer que de chercher la perfection. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est ça. Donc je me lance, ça n'a pas besoin d'être parfait, et il y a des visites que j'ai fait, alors qu'il y a encore plein de travaux, mais en expliquant, les gens arrivent à se mettre en contexte. Ouais, moi j'ai déjà fait des visites avant les travaux. Ça m'est arrivé de louer un appartement. En fait, la personne, elle cherchait un appartement pour son fils et elle a dit, écoutez, moi je peux le visiter que tel jour. Et j'ai dit, bah oui, mais moi j'ai les travaux qui commencent juste 3 heures après. C'est pas grave, je regarde, il est venu, il a visité, il a pris l'appart. Donc il vaut mieux le faire, et puis si ça se passe bien, ben, tant mieux. Un des trucs qui me paraît assez intéressant d'ailleurs, en regardant un peu les réponses aux annonces, j'ai quand même beaucoup de demandes. J'aimerais pas louer pour moins de 9 mois. Mais c'est vrai que la moitié des annonces sont pour des périodes courtes, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ouais. Et donc là, j'avoue, je me pose la question, il faut que je me connecte avec quelqu'un qui fait du saisonnier. Parce que eux, parfois, ils ont des demandes pour des durées longues qui ne sont pas intéressantes pour eux. Ouais. Moi, en contrepartie, j'ai des candidats pour eux pour des durées courtes. Donc là, ça va être un de mes objectifs aussi dans la ville où j'opère, d'établir un peu un réseau de gens qui font du saisonnier. Tout à fait. Ben moi, c'est pareil, j'ai aussi eu des demandes. Par exemple, pour cet appartement ici, je l'avais déjà loué en colocation et j'ai des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont dit, enfin, c'est mes gestionnaires d'appartements saisonniers m'ont contacté, ils m'ont dit, Eric, est-ce que tu pourrais pas louer ton appartement pour 1 mois? Là, on a une personne qui vient, qui est sportif sur Strasbourg, et j'ai dit non, désolé, il est déjà loué, mais ça aurait pu se faire aussi, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc ça c'était l'immeuble, c'était le deuxième bien, enfin premier immeuble, c'était vraiment le premier immeuble. Voilà. Et après finalement, je me dis tiens, la coloc c'est bien, mais là j'ai quand même 15 chambres à remplir, c'est du sport, sachant que les immeubles nous-mêmes, ça prend du temps. Puis une fois plus, j'ai quand même un boulot de cadre où je voyage beaucoup à l'étranger, c'est pas simple. Donc moi je suis impressionné de voir comment tu arrives à faire ça. Acheter 20 appartements en 1 an, et en même temps tu es occupé, tu es souvent pris en déplacement. Moi franchement je suis assez impressionné. Donc comment tu fais? Tu as une équipe, tu délègues, tu te fais aider? Je mets la famille à contribution. Voilà. Pour l'aménagement, j'ai 2 garçons qui ont 18 ans et 16 ans, et puis en fait c'est mon équipe de montage, et ils sont bons, ils sont actifs. D'accord, donc tu investis en famille, vraiment, c'est... Ah, complètement, c'est bien. Complètement. Moi j'ai grandi dans une ferme, et puis on bossait je pense que j'ai un peu le côté fourmi. Jamais eu peur de bosser, le besoin de vacances n'est pas inhérent chez moi. Donc oui, tu as toujours eu l'habitude de... Tout à fait. Et puis donc j'y passe quand même tous mes week-ends. J'y passe tous mes week-ends depuis plusieurs mois maintenant, sachant qu'on aménage, on lance les travaux. Pour les travaux, je veux dire, je me suis quand même fait aider par un architecte. D'accord. Et là, effectivement, puissance du réseau. J'ai eu le bonheur de rencontrer quelqu'un qui gère une 15aine d'immeubles dans la ville où j'investis. Je suis allé voir ce monsieur qui était restaurateur avant et puis qui maintenant fait de l'immobilier, et je lui ai demandé les coordonnées de son architecte parce que lui il gère pas ça en direct. D'accord. Donc j'ai demandé des devis. C'est pas le monsieur qu'on avait rencontré lors d'une visite d'un gros immeuble? Non, c'était quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc j'ai rencontré 3 architectes, appel d'offres, etc. Et puis finalement un appel au feeling, à l'expérience par cet investisseur-là. Et finalement, de mon point de vue, l'architecte pourrait être plus rigoureux, beaucoup plus rigoureux. Je suis peut-être un peu carré, mais je pense qu'il lui pourrait l'être plus. Mais ceci étant dit, je suis quand même content qu'il soit là, parce qu'il y a tout le suivi, et puis il est quand même bon pour pousser les entrepreneurs et puis les faire corriger telle ou telle chose, donc ça c'est bon. Donc ça me prend quand même beaucoup de stress. La gestion des travaux, moi qui suis loin parce que j'investis à 100 km de chez moi, numéro 1. Numéro 2, je suis quand même beaucoup en déplacement, donc ça va. Avec l'architecte, ça se passe assez bien. Et après, je me suis dit, bon, 15 chambres en coloc, c'est bien, c'est intéressant, mais je ne veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et donc je me suis dit, prochain projet, parce que pour avoir des choses moins chronophages, je me suis dit on va faire de la location nue. Et là, plutôt que d'acheter des apparts un à la fois, je me suis dit on va acheter des immeubles. Et donc là, en fait, j'ai signé pour un autre immeuble de 5 apparts, et puis 5 T3. Et puis là, j'ai acheté un autre immeuble, j'ai signé pour un autre immeuble cette semaine.
Et là, on parle de 8 F2. D'accord. Donc là, on est à une... Et les deux sont loués. Les deux sont loués. c'est déjà loué, donc Ouais. ça, c'est déjà beaucoup plus... Voilà, je voulais pas avoir le stress parce que 15 chambres à remplir, etc., ça m'occupe déjà pas mal, ça fait bien travailler les ménages. Et donc là, je me suis dit, bon, mes prochains biens, je voulais que ce soit des dossiers déjà remplis, déjà loués, je sais dans quoi je rentre. C'est vrai que c'est rassurant aussi par rapport aux banquiers. C'est des choses qui rassurent beaucoup les banquiers. C'est vrai que quand on achète 10, 20 appartements d'un coup, il faut quand même avoir des dossiers qui soient bien ficelés. Ouais. Alors je pense que les premiers dossiers, tu leur as montré que c'était rentable. Ouais. Et puis là, les nouveaux dossiers, ils sont déjà loués. Donc les chiffres, on les a déjà. On sait ce que ça génère. Mais en fait, les 2 dernières transactions, c'est amusant parce que c'est une transaction chaînée, quasiment chaînée. C'est le même agence. Et le deuxième que j'ai acheté, enfin pour lequel j'ai signé cette semaine, il n'est jamais passé sur les annonces. C'est souvent comme ça. J'ai parlé à l'agent. Finalement, je lui ai permis de faire une transaction ici. Et puis il m'a donné un coup de main sur ce dossier-là. Voilà, ouais. Et les deux, là, en fait, j'étais là le premier visiteur de ce bien-là. Négociation hyper rapide, hyper simplifiée. Voilà. J'ai une renta, une belle renta. Et puis celui-là aussi, en fait, voilà. Donc ça, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi, on me pose souvent la question comment on fait pour trouver des bonnes affaires. Alors, il y a plein de façons de trouver des bonnes affaires, mais là, on a un exemple, c'est que Pascal, tu étais en contact avec un agent immobilier, tu étais déjà sur une opération, et lui, il est venu avec une nouvelle opération, un nouveau bien, mais qui n'était pas encore publié. Et bien sûr, tu bénéficies en premier lieu, c'est toi qui as l'avantage de prendre cette bonne affaire. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. Enfin, souvent, les bonnes affaires, elles sont vendues avant même qu'il y ait une annonce qui soit postée. En général, les annonces, c'est souvent les biens qui ne sont pas encore vendus. Donc ça, c'est vraiment une chose que vous devez utiliser et exploiter pour trouver vos bonnes affaires. Mais ça commence par un premier contact toujours. Donc allez-y par étapes. Ouais, et puis j'entretiens les relations avec les agents spécialisés immeubles. Et ce que je fais à chaque fois que je fais une transaction, on va dire dans la ville où j'investis, il y a 7 personnes qui pour moi sont pertinentes. Et à chaque fois que je fais une transaction, je leur envoie un petit email en disant tiens, j'ai fait une autre transaction avec telle agence. Voici le montant a priori que l'agence s'est fait avec cette transaction-là. Et à un moment donné, bon, parfois on peut se dire c'est un gugus, il est à l'extérieur, etc. Mais bon, quand il voit ce genre d'email arriver plusieurs fois, avec une bonne fréquence, il dit, voilà quelqu'un qui est sérieux, qui est présent, qui En fait, tu montres à ces personnes qu'en fait, t'es un investisseur sérieux, tu passes à l'action, t'achètes les biens, donc automatiquement, ils vont vous... Voilà, mais je leur fais pas perdre de temps. Voilà, ils vont avoir envie de travailler avec toi, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir vendre rapidement s'ils ont quelque chose d'intéressant pour toi. Exact. Et là, je suis maintenant dans cette position où ils m'appellent. Donc là, j'en ai 3 qui m'appellent assez régulièrement en me disant tiens, j'ai tel produit qui arrive dans un mois, dans 2 mois, etc. Donc là, c'est intéressant. Donc ça veut dire que pour l'année prochaine, tu vas te fixer de nouveaux objectifs ambitieux? Ah bah c'est sûr, l'objectif est déjà là, mais je ne vais pas encore le publier, mais c'est sûr qu'on va plus que doubler la chose. D'accord, donc j'ai l'impression que tu t'amuses bien. Pour toi, c'est vraiment comme un jeu. Et tu prends vraiment plaisir à faire ça. Ouais, super. Ouais, et puis j'avoue, je regarde, je vais essayer de voir la coloc. Je vais refaire un deuxième tour pour de la coloc sur Strasbourg, où on réside. Et puis j'avoue que je vais peut-être faire un move aussi dans l'immobilier en Allemagne. Ah oui, ouais, bonne idée. Je ne vais pas avoir une fois plus, pas tous les œufs dans le même panier. L'immobilier allemand est beaucoup moins fiscalisé que l'immobilier français. C'est un fonctionnement différent. Ouais, et puis l'équilibre entre le locataire et le bailleur est plus simple. Il y a un vrai équilibre là-bas, ce qui n'est peut-être pas le cas en France. Et voilà, donc ça me permet, je dois garder ça aussi. Okay. Bon, on en a déjà un peu discuté, on aura, je pense, encore l'occasion de rediscuter. On pourra peut-être échanger, je vous en parlerai aussi à ce moment-là quand on se lancera sur ce sujet, parce que ça m'intéresse aussi, moi, de mon côté. Mais après, je dois dire, c'est marrant, tu vois, une des raisons qui m'anime, en fait. Une fois plus, moi, j'ai grandi dans une ferme dans le sud de l'Alsace, et puis nous, on a toujours l'habitude de bosser. J'ai jamais eu de vacances avant 18 ans. Mais d'une certaine manière, un des réels plaisirs que j'ai en tant que père, c'est d'arriver à inclure mes gamins dans... Ma fille est déjà, finalement, de par le dossier de l'IAG, elle est impliquée dans ça aussi. La SAS qu'on a créée, c'est une SAS où tous les membres de la famille sont dedans. Et d'avoir, me dit, mon plus jeune fera un jour une école de commerce, mais à 20 ans, il en saura bien plus que certains qui sortent d'une école de commerce. Ouais, c'est lui qui me fait mes calculs de renta, c'est lui qui travaille mes annonces,
c'est lui qui me fait mes recherches de mobilier, etc. C'est lui qui me fait plein de recherches sur le bon coin. Enfin voilà quoi. Ouais, c'est vrai que donc c'est une expérience pratique. Et puis surtout en termes d'état d'esprit, il voit que les choses sont possibles, parce que souvent la pensée généraliste sur l'immobilier, c'est l'immobilier surtout faut pas y toucher, c'est dangereux, machin, on va se brûler les ailes, etc. Mais là en fait ton fils il voit que c'est non seulement c'est rentable, que ça apporte de la valeur, que les locataires sont heureux, voilà, donc ça lui donne vraiment le bon état d'esprit pour l'avenir. C'est pas simple, hein, c'est pas simple, c'est chronophage, et puis toutes les relations avec les locataires sont pas toujours triviales non plus. J'ai des soucis par ailleurs pour un truc particulier, mais ça fait partie de la vie, quoi. Et apprendre à gérer ça. D'une certaine manière, moi, les trucs que je trouve amusants, c'est que chaque fois, j'avance, je frappe un mur, mais croyance encore, je me dis, j'ai jamais rencontré un problème qu'on n'est pas arrivé à résoudre. Et donc, c'est la réflexion c'est comme pour une histoire de compteur ou de raccordement qui s'est mal passé avec mon immeuble voisin. Bon, c'est un nouveau défi, c'est un nouvel obstacle, un nouveau truc à apprendre. Comme mon histoire avec les bébés d'âgés, je me suis dit, oh merde, heureusement que j'ai vu ça en amont. D'ailleurs, c'est vrai que l'avantage aussi, c'est d'être entouré de personnes qui sont déjà peut-être passées par là. Ouais. Et ça, c'est la force aussi du mastermind dont on fait partie, c'est que quand par exemple on a un nouvel investissement, on va en parler aux autres personnes, et puis on va avoir l'avis de personnes qui savent de quoi ils parlent, parce qu'on peut en parler à notre grand-oncle ou machin qui ne connaît rien, mais si on en parle aux personnes qui savent de quoi ils parlent, qui sont déjà passées par là, on a vraiment une aide précieuse. Ah mais ça c'est puissant, c'est vrai que j'aurais pas fait ce que j'ai fait là, ça n'avait pas eu mastermind. Ça c'est évident, c'est toutes ces discussions avec toi Eric, ces discussions avec Ahmed, avec Pauline, voilà. Pareil, l'appartement dans lequel on se trouve aujourd'hui, je l'aurais pas acheté, je me serais arrêté si j'avais pas discuté avec Ahmed par exemple. Ok, comme quoi. Et puis avec toi d'ailleurs aussi, parce que je me posais la question, est-ce que je le garde ou pas, j'avais déjà signé le compromis, et puis du coup je me suis dit, écoute, je renégocie, et puis j'ai renégocié, je l'ai eu moins cher, et je suis très content. Et voilà. Merci en tout cas Pascal pour ce partage de connaissances, de retour d'expérience. Moi je voulais te parler d'un livre aussi pour terminer, je l'ai pas là, je vais vite le chercher. Ça s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy, j'ai l'impression que tu le connais. Je connais. Ouais, tu connais l'auteur en fait. D'accord. Et en fait c'est un livre qui parle de réussite et de moyens de réussir. En fait c'est une personne, Darren Hardy, c'est une personne qui est depuis plus d'une quinzaine d'années dans le monde du développement personnel et aussi de la réussite générale. C'est quelqu'un qui à 24 ans était déjà millionnaire et qui aujourd'hui est à la tête de plusieurs entreprises. Et dans le livre, il nous donne des règles de vie, on va dire, pour en fait ce sont des petites règles vraiment qui ne demandent pas obligatoirement beaucoup d'efforts, mais qui au jour le jour, jour après jour, portent leurs fruits. Donc j'ai vraiment trouvé intéressant. Si ça t'intéresse, je te le prêterai pour lecture. Voilà. Ok, merci. Ouais, c'est Darren Hardy, l'éditeur de Success Magazine. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a un magazine sur le succès. Super, merci bien. Merci Pascal. Merci À Eric. très bientôt. Merci. Et à bientôt, au revoir. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut sur YouTube, vous avez l'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.